Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence hebdomadaire. Bonjour à tous ceux qui sont là et bonjour à ceux qui nous réécouteront au cours de la semaine. Eh bien, finalement, notre vision vendredi, quand nous envoyons le document, a un peu évolué. Le marché US a fini la semaine en mode FOMO et avec un rattrapage impressionnant vendredi. Néanmoins, on sent qu'il y a quand même de plus en plus de fébrilité et de stress sur les marchés. On a vu le crack éclair des métaux précieux, l'effondrement des cryptos et donc en début de semaine, une grosse pression sur les valeurs tech et enfin, essentiellement les valeurs de software et de services. Le hardware tient beaucoup mieux et c'est d'ailleurs ce qui a expliqué le rebond de vendredi. Et puis finalement, l'économie traditionnelle résiste aussi également très bien. Et ça s'est traduit par une progression de plus de 2% du Dow Jones la semaine passée, même pratiquement 2,5, et un Dow Jones qui a battu son record historique à plus de 50 000 points. Finalement, on a eu un peu le grand écart avec le Nasdaq qui, malgré le rebond de vendredi, finit en baisse de près de 2 points, affecté donc par les craintes sur les conséquences de l'IA, à la fois en termes d'investissement massif qui pèse sur Amazon, par exemple, ou Alphabet, et surtout sur les conséquences que cette émergence et cette révolution de l'IA pourrait avoir sur le secteur des softwares, avec une multitude d'acteurs des softs qui ont chuté pendant la semaine aux US, et on a retrouvé ce mouvement en Europe et en France, un mouvement qui a aussi largement touché les sociétés de services, aussi bien de services IT que de publicité, centres d'appel et toute cette catégorie de services qui pourraient enfin, qui vont être profondément bouleversés par l'arrivée de l'IA. Donc finalement, comme je l'évoquais initialement, les marchés de manière générale, enfin, les indices de manière générale ont finalement tenu grâce à la séance de vendredi, et aussi bien aux US qu'en Europe, on a en moyenne des grands indices qui ont fini dans le vert. C'est en Europe plutôt les indices valeurs enfin les indices des valeurs moyennes et petites qui ont le plus souffert, et on va retrouver ça dans les performances des indices français. Puisque si on commence par le CAC 40, et bien là, sur le CAC 40, et on le verra ensuite sur le Next 20, on a des hausses marquées de près de 2%, plus 1,8 pour le CAC 40, 65% de valeur en hausse. Donc bon, finalement, une semaine très positive, mais des replis marqués pour les sociétés de services que j'évoquais précédemment. Ça se traduit pour Capgemini par une baisse de 12%. Capgemini est en baisse de 19% depuis le début de l'année. Publicis qui cède 6%, malgré des résultats solides et des perspectives plutôt positives. Dassault Systèmes moins 4, également affecté par ces craintes sur le bouleversement qu'a pourrait apporter l'IA. Deux autres secteurs qui continuent de souffrir là depuis plus longtemps, c'est le luxe avec LVMH qui a encore cédé 2%, qui est en baisse de plus de 15% depuis le 1er janvier désormais, même moins 17. Et on a également Kering qui a cédé 2% et qui est à moins 14 year to date. Dans le secteur, on a finalement Hermès qui tient, qui a gagné 8,1% et qui est en baisse que de moins 3% depuis le début de l'année. Enfin, le dernier secteur en grande difficulté, c'est l'automobile, et donc Stellantis qui chute de 26% après l'annonce de sa dépréciation record de 22 milliards. On a évidemment rarement vu ça sur le CAC 40. Il faudrait revenir aux époques de Vivendi et d'Orange pour voir de tels montants. Le titre est au plus bas depuis 5 ans. Et là, on a un changement de positionnement total à entreprendre sur Stellantis, et la recovery sera certainement très, très longue. Mais comme on l'a vu, le CAC 40 finit néanmoins en nette hausse, et ça s'explique par des valeurs plus défensives qui ont tiré leur épingle du jeu avec des solides résultats, et en premier lieu Vinci qui gagne 11% pardon, sur la semaine, une hausse de près de 12% depuis le début de l'année.
une valeur finalement assez peu cyclique et qui parvient à publier des résultats en progression. Et dans le même secteur, Eiffage, c'est également adjugé 7,5%. Le titre est en hausse de près de 10% depuis le début de l'année. Autre je dirais, domaine, enfin secteur assez historique, le secteur de la chimie, qui a extrêmement bien performé cette semaine. Il a été tiré par des rumeurs, enfin, en tout cas un article dans le quotidien allemand Handelsblatt, qui a évoqué la volonté de la Commission européenne de réduire les contraintes sur les quotas d'émissions. Donc une nouvelle qui, si elle s'avérait, pourrait être très favorable aux entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, comme les chimistes, et qui pourraient réaliser des économies assez substantielles. Et ça s'est traduit pour Air Liquide par une progression de 6,2%. Enfin, dernière valeur que je voulais évoquer qui domine une fois encore le classement, c'est ArcelorMittal, plus 11,4% sur la semaine, plus 31% depuis le début de l'année. On a eu des résultats du quatrième trimestre qui ont été supérieurs aux attentes. Et le groupe, évidemment, bénéficie pleinement de la baisse des importations d'acier en Europe et ça devrait lui permettre de retrouver la rentabilité de ses usines sur le continent européen. Si je passe au CAC Next 20, eh bien lui, il a brillé la semaine passée, plus 2,3%, 65% de valeur en hausse. Trois valeurs qu'on peut mettre en avant. Arkema, plus 14%. Voilà, c'était comme je l'évoquais, la chimie qui a connu, la chimie européenne qui a connu une excellente semaine. Et ça se traduit donc pour Arkema par une forte progression et une performance depuis le début de l'année qui redevient positive. Derrière Rexel gagne près de 6%. Rexel qui a profité d'une recommandation de Citigroup. Citi qui a maintenu sa recommandation à l'achat mais a relevé son objectif de cours de 38 à 43 euros. Enfin, l'équipementier automobile Valeo qui gagne également plus 6%, confirmant la surperformance marquée des équipementiers automobiles au détriment des constructeurs. C'est en particulier vrai en France, au regard des fortes baisses de Stellantis et de Renault, si c'est un degré moindre. Alors 65% de valeur en hausse, néanmoins quelques baisses, des baisses toujours dans le secteur de la santé, bioMérieux et Sartorius qui souffrent depuis le début de l'année. Sartorius qui a cédé 5,5%. On est à moins 15 depuis le début de l'année. Le groupe a pourtant publié de solides résultats hein, avec un EBITDA courant en hausse de 17% en ligne avec les attentes. En revanche, les guidance de croissance ont déçu. Le management a évoqué une perspective de progression de 6 à 10% du chiffre d'affaires à taux de change constant, alors que le consensus était plutôt à 10-11%. Ce qui explique le repli du titre. Enfin, Téléperformance perd encore 4,4%. On est à moins 15,6 year to date. Là, c'est clairement la correction liée à l'IA dans les services qui a pesé sur Téléperformance. Évidemment, ça fait suite déjà à des publications décevantes et des perspectives d'atterrissage 2025 qui sont inférieures aux attentes initiales. Donc, le news flow reste très négatif sur Téléperformance. Passons maintenant aux valeurs moyennes. Et là, je dirais que le tableau est moins réjouissant. Alors, le CAC 1060 a toutefois tenu, hein, puisqu'il finit à plus 0,3%. On a globalement une parité entre les valeurs en hausse et en baisse, avec des performances qui sont néanmoins assez hétérogènes. Le grand secteur en difficulté, c'est les services IT, hein, les ESN qui ont connu mardi et mercredi un mouvement de baisse très marqué qui fait suite à un rebond depuis le début, enfin depuis novembre, avec des perspectives d'activité à court terme qui s'amélioraient. Mais ces perspectives sont passées au second plan, clairement, après les craintes
liées à l'IA. Alten est la plus forte baisse du MID 60 avec moins 14%. Le titre est désormais en baisse de moins 2% depuis le 1er janvier. Atos, dans le même secteur, perd 13%. Bon, à noter que Atos a également subi une attaque je dirais judiciaire plutôt, de la part d'un groupe de petits porteurs sur la véracité des comptes historiques avant la grave crise qui a touché le groupe. Soprasteria, moins 12%, moins 12% depuis le début de l'année également. Donc voilà, un mouvement clairement de sortie du secteur des ESN. Eutelsat, dans le secteur des satellites, qui baisse également de 8%, avec un news flow plus négatif. Et puis, on soulignera le gros retour en arrière pour Eramet, hein, qui était l'un des grands gagnants depuis le début de l'année, porté par euh, la forte hausse des matières premières, le nickel en tête. Eh bien, le groupe recule depuis 2 semaines, et il y a eu évidemment le départ surprise de son directeur général qui, au-delà du rebond des matières premières, traduit des problèmes quand même de gouvernance chez Eramet, et un atterrissage 2025 qui sera compliqué, et des questions de bilanciel qui se posent. Enfin, Evans, le ex-ALD, a reculé vendredi et fini en baisse de 6% sur la semaine. Les résultats, le groupe a publié ses résultats annuels jeudi soir. Ils sont en forte hausse et supérieurs aux attentes, mais les investisseurs ont également noté une baisse des actifs productifs de 1%, ce qui est une des raisons de la correction sur le titre. Alors, comme je l'évoquais un peu plus tôt, il y a eu en revanche des publications qui ont été très bien accueillies, euh, et au premier rang desquelles Soitec, qui rebondit de 21%. On est à plus 37,5% year to date. Cette performance traduit clairement la bonne dynamique dans le hardware, hein, qui pour l'instant est le grand gagnant de la révolution de l'IA. Alors, pour Solitech spécifiquement, on a une inflexion de la tendance qui se confirme. Alors, le groupe a vu son chiffre d'affaires du T3 baisser de 22% à taux de change constant, mais il est supérieur au guidance et au consensus. Et surtout, Solitech prévoit une progression séquentielle de 20% de son chiffre d'affaires au T4 versus le T3. Donc, le momentum s'améliore sur Solitech, et ça se traduit dans le cours de bourse. Aperam, activité beaucoup plus industrielle, gagne 13,6%. On est à plus 17,8% year to date sur Aperam. Le groupe a annoncé anticiper un EBITDA en hausse au T1, et ça se traduit donc dans le cours. Air France KLM, plus 11,5%. On est à plus 4% depuis le 1er janvier. Sur Air France KLM, on a retenu la reconduction de la présidente de KLM. Et Air France complète le podium des plus fortes hausses dans le MID 60. Enfin, juste derrière, Rémi Cointreau, qui poursuit son rebond. Le titre progresse de 8,6%, plus 18,8% year to date. Ce rebond qui a été largement, surtout entamé la semaine passée, avec le retour de la croissance au T3. Une perspective qui s'améliore un peu dans le secteur. Et d'ailleurs, au niveau dans le CAC 40, ça s'était traduit par dans le CAC 40, ça s'était traduit par un rebond de Pernod Ricard, hein, qui a également progressé de 7,2% cette semaine. Pour terminer, on passe au CAC Small, et là, les nouvelles sont moins bonnes. Repli de 2,5% pour le CAC Small, hein, qui abandonne une grande part de l'avance qu'il avait acquis depuis le 1er janvier. La faute aux ESN. Wavestone est à moins 12%. Wavestone qui a pourtant
publié un troisième chiffre d'affaires du troisième trimestre de qualité, hein. On était à plus 3% publié, plus 2% en organique, retour de la croissance comme prévu, confirmation de l'amélioration progressive de l'activité avec une bonne activité commerciale. Ça a permis au management de confirmer les guidance annuels de croissance organique sur l'ensemble de l'année, de marge opérationnelle récurrente de 13%. Tout ça a été positif, mais c'est passé clairement au second plan. Les investisseurs se sont largement plus concentrés sur le risque déflationniste qui pourrait être généré par l'arrivée massive de l'IA dans ces activités de service. Même punition, je dirais, pour OB. OB qui a cédé 10% sur la semaine et qui est en repli de 6% year to date. Là, on a aussi dans les softwares un Planisware qui se replie de 7,4%. On verra également hors indice qu'il y a eu d'autres acteurs des softwares qui ont été très affectés. Dans le hardware, XFAB, alors à l'opposé de Soitec, a cédé à 16%. Mais le groupe belge de fonderie pour les semi-conducteurs lui beaucoup plus affecté par les perspectives compliquées dans l'automobile. Et ça s'est traduit par des prévisions assez moroses pour le T1, voilà, qui devrait être en baisse. Et la plupart des brokers ont abaissé leur objectif de cours sur XFAB. Enfin, dans le domaine des drones, Parrot chute de 20% et perd la moitié de son gain sur un an. Enfin, j'ai omis de parler de la valeur dans le mail de vendredi, mais évidemment, la grosse baisse de la semaine dans le CAC Small, c'est chez Environnement, qui chute de 25,7%. Il faut dire que le spécialiste de la gestion des déchets a émis un important profit warning, puisque désormais le groupe attend pour 2025 un EBE de l'ordre de 220 millions d'euros contre une fourchette de 250 à 260 précédemment. Et les perspectives sont également revues en baisse pour 2026. Voilà, donc clairement, cette dégradation ça a été fortement sanctionnée. Il faut dire que la valorisation, sans être très très excessive, n'était pas particulièrement abordable, et donc cette révision en baisse entraîne une baisse du cours. Il faut dire que là, cette moins de croissance est clairement liée au ralentissement de la production industrielle en Europe. Voilà pour les principales baisses. Du côté des hausses, on a eu parmi les grosses pondérations, Compagnie des Alpes, hein, qui continue à bien performer, plus 4%. Morel et Prom, plus 5%. Altarea, Cogedim, plus 2%, ce qui confirme la dynamique meilleure pour le secteur de la construction, même si on est à des points très très bas. Lacroix a gagné 9% à l'approche de sa publication du chiffre d'affaires annuel qui aura lieu demain. Et après un T3 décevant qui est en léger repli de moins 1%. Le groupe s'était montré assez optimiste pour le dernier trimestre de l'année. On attendra cette confirmation demain dans la publication. Atem a également poursuivi son rebond, plus 8,6% après la publication de son T4 qui était en croissance. Retour de la croissance à deux chiffres, plus 11% à taux de change constant. Néanmoins, connaissant le dossier, on reste prudent sur une publication trimestrielle et ce qu'on attend sur le dossier, c'est avant tout la capacité à générer du free cash flow. Comme je vous le disais, hors indice, on a eu des baisses marquées dans les softwares, hein, puisque 74 software chute de 17%. On est à moins 27% depuis le 1er janvier. SideTrade, moins 9%. On est à moins 42% depuis le début de l'année. Donc, des dossiers qui redeviennent
très abordable sur le plan des multiples. Et dans les activités plus de hardware, Ribber a reperdu moins 14%. Le titre est néanmoins en hausse de 44% depuis le 1er janvier. Et Semco Technologies, moins 11% également sur la semaine passée. Du côté des hausses, le mouvement le plus significatif, c'est Carvolix, ex-Affluent Medical, qui s'est rapproché, fusionné avec deux autres entités pour créer un nouveau groupe spécialisé dans son domaine. Il y a eu une levée de financement de 10 millions auprès de Truffle Capital et de Edwards Life Sciences à 2,34 €, et donc le titre a bondi, a quasiment doublé sur la semaine passée après ces mouvements de rapprochement sur Carvolix. On notera également dans un tout autre domaine que Omer de QGIS a rebondi de plus 11%, le titre est à plus 22% year to date. On a publié justement vendredi un feedback suite à la publication des résultats annuels et des perspectives, puisque le groupe a présenté un plan 2030 qui est assez intéressant sur le plan de la croissance, un peu décevant à nos yeux sur le plan de la rentabilité, ce qui explique qu'on pense qu'il y a désormais un peu moins d'upside après un quasi doublement du titre depuis un an. Si on fait le point maintenant depuis le début de l'année, mais en fait avec cette semaine qui était l'exact opposé de la précédente, on a des performances depuis le 1er janvier qui se rapprochent. Et donc on a le Neurostoxx Small qui est quand même toujours en hausse de 5% et qui devance les indices français, avec une surperformance de l'Allemagne la semaine passée. Le CAC Small est en hausse de 2%, mais il est désormais suivi par le CAC 40 qui est à plus 1,5%. Le Mid 60 est à plus 0,5%. Et une fois n'est pas coutume, c'est le Next 20 qui a plus 3%, affiche la meilleure performance parmi les indices français. Un mot sur notre buy list. On est bien obligé d'en parler après la très bonne performance il y a une semaine. C'était cette fois la soupe à la grimace pour nos 10 valeurs favorites. Il faut dire qu'on a été clairement pénalisé par la surpondération du secteur des ESN qui avait été augmentée la semaine passée de manière un peu ponctuelle compte tenu de l'intégration de Nagarro dans la liste à la place de Fnac. On a 4 ESN dans notre liste actuellement et elles ont toutes baissé entre 6% pour Sword et 14% pour Alten et Nagarro, ce qui explique la chute de 4% en moyenne des valeurs de notre buy list. Comme on l'a rappelé dans notre mail de vendredi, on pense que la sanction aujourd'hui actuellement est un peu forte sur les ESN. Évidemment, le secteur va être bouleversé par l'arrivée de l'IA qui va entraîner des gains de productivité qui vont être majeurs, et le sujet sera évidemment de savoir à quel point ça va être déflationniste pour le secteur. Néanmoins, on a vu beaucoup de changements dans cet univers des ESN depuis le début des années 2000 et même en 2010 avec le cloud qui a émergé, les logiciels qui est passé en SaaS qui a aussi entraîné beaucoup de changements pour les ESN, et puis l'essor de l'offshore nearshore qui représente désormais plus de 10% même du marché français, et tout ça n'a pas empêché le secteur de se développer. Nous, on pense que les gains de productivité se traduiront également par plus de projets, et des projets qui iront toujours plus vite. Il y aura certainement des perdants, des sociétés qui ont du mal à s'adapter, mais en tout cas, nous, celles qu'on a retenues, pour nous, c'est des acteurs qui sont solides, qui ont su toujours s'adapter et qui sont bien gérés. Donc on reste confiant sur les perspectives de ces acteurs. En dépit de cette baisse de ces 4 ESN, on se félicitera de la très bonne performance de Cricri Milk, la valeur grecque, qui a encore gagné 6% sur la semaine. On est à plus de 20 depuis qu'on a initié en fin octobre la valeur. Et puis Jacquet Metal, plus 4%. Toujours cette excellente dynamique pour Jacquet, mettre en relation avec
performance de l'ensemble du secteur de l'acier et également du nickel en Europe. Enfin, cette semaine, on attend la publication T4 d'Exaome dans la confirmation de l'inflexion de la tendance chez le constructeur de maisons individuelles. Notre buy list est toujours en hausse quand même de 3%, un peu plus de 3%, comparé à plus 0,5 pour le CAC Mid Small, donc une surperformance qui perdure, même si elle s'est largement réduite sur la semaine passée. Un point sur les publications de la semaine dernière qui étaient moins nombreuses. Elles ont néanmoins confirmé ce qu'on observe depuis 3-4 semaines, c'est que l'activité est globalement en croissance sur le T4 et elle est conforme aux attentes. Sur la semaine passée, c'était comme Wavestone qui ont publié des croissances organiques à 2%, toujours dans ce secteur de la tech. Equasense confirme le retour de la croissance, plus 10 en publié, plus 7 en organique. On attendait un petit peu mieux en organique, on attendait plutôt plus autour de plus 9 comme au T3, sachant que sur Equasense, ce qu'on attend, ce qu'on regardera précisément, c'est le levier sur les marges, puisqu'on craint qu'il soit moins important que dans le passé. Elena Santé dans les EHPAD également en croissance de plus 9% en organique. Finalement, dans notre stock guide, on a eu 2 sociétés en décroissance et c'était attendu. C'est Hawkwell dans l'automobile, moins 8%. On savait qu'il y aurait une décroissance marquée, compte tenu à la fois de la baisse des volumes, dans les véhicules électriques, et puis la baisse attendue de la production de SCR. Compte tenu de la réduction des volumes de la part du client sur cette ligne de produits, et à cela s'ajoute l'effet euro-dollar. Voilà, un news flow qui n'est pas bon du tout chez Hawkwell, puisque l'an prochain, on attend une décroissance encore plus marquée que sur cette année du chiffre d'affaires. Néanmoins, la valorisation est très basse, puisque le ST vaut... La CAPI est représentée à 70% par le cash net de Hawkwell, et encore un bilan qui reste très solide du côté d'Hawkwell. La dernière publication à noter, c'est Gerbet. Gerbet baisse du chiffre d'affaires de 9%, moins 6 en organique. Une mauvaise publication, mais il y avait eu déjà un sales warning et finalement l'atterrissage est moins mauvais que ce qui avait été annoncé en décembre. Puisque on a eu une décroissance, pardon, je me suis trompé, c'est pas moins 6 en organique, c'est moins 3,5 en organique, et le management a égalé sur moins 4 à moins 5 sur le dernier trimestre. Cette semaine, le calendrier est assez dense. On attend 9 publications parmi les valeurs de notre stock guide. On en a mis quelques-unes en exergue. Tout d'abord, Beneteau, dans le secteur du nautisme ce soir, un secteur du nautisme qui souffre en bourse depuis 1 an et demi, du fait de la baisse des prises de commande. Eh bien, on attendra du côté de Beneteau une stabilisation du chiffre d'affaires au T4. Les prises de commande avaient nettement rebondi au T3. On verra si ça se confirme au T4. On attend la publication de Beneteau, je dirais de manière globale pour le secteur, puisqu'on est quand même plus positif sur un acteur comme Food & Pajot que sur Beneteau. Beneteau qui est encore en perte opérationnelle sur l'exercice. Donc la recovery sera quand même assez longue sur Beneteau, qui est quand même un gros paquebot finalement. La recovery est complexe sur Beneteau, avec énormément de marques et un épurement du portefeuille de marques qui doit être fait, et une mise en place des synergies sur lequel le management travaille, mais qui est long à mettre en place, ce qui est encore plus difficile avec justement un management qui change tous les 2 ans chez Beneteau. Dans un autre domaine industriel, Delfingen, donc l'équipementier automobile, publiera son T4. On l'attend en léger repli. Néanmoins, sur Delfingen, on a une perspective de top line qui est meilleure que sur Hawkwell, avec des activités, des lignes de produits qui sont néanmoins en croissance. La valorisation est un peu plus élevée que d'autres acteurs du secteur.
mais on a une société qui reste quand même bien gérée. Assystem dans les services, et là, on parle des services surtout dans le domaine du nucléaire. Et là, on a un secteur qui est très porteur, alors qui est très porteur à moyen, long terme, hein, puisque c'est quand même des projets qui vont prendre du temps. À court terme, on attend une croissance organique de l'ordre de 4%, 4-5% dans la lignée des 9 premiers mois. Ce que, évidemment, on scrutera, c'est plus les perspectives justement de développement des nouveaux projets nucléaires qui pourraient arriver, notamment aux US, avec les très grands besoins d'énergie des GAFAM. Un système essaye de se positionner, on attend du nouveau à ce sujet. Dans le secteur de la construction, on aura Exaum qui va publier son T4 avec des premiers effets du rebond des prises de commande dans la maison individuelle, mais évidemment l'effet plus important arrivera en 2026 compte tenu de l'inertie. On attend une forte amélioration des résultats en 2026. Alors que la valorisation reste très abordable. Toujours dans le secteur de la construction, Delta Plus, hein, qui fournit évidemment des casques et autres équipements pour la construction en grande partie. On attend une confirmation de la légère reprise qui avait été observée au T3. On devrait avoir du mieux en France, en Chine, en Amérique du Sud, tout ça ça devrait entraîner un léger retrait du chiffre d'affaires en organique sur l'année, mais un rebond attendu sur 2026. Et on a une valorisation qui est quand même historiquement abordable. Enfin, on avait rarement vu des multiples à ce niveau-là sur le Delta Plus. Et on pense qu'avec l'amélioration du momentum, il y a clairement c'est une valeur sur laquelle il faudrait se repositionner compte tenu de la qualité du management et la solidité du business model. Pour terminer, deux valeurs également extrêmement bien gérées. Enfin non. La première, c'est Neurone. Je sais pas si alors je vais pas partir sur le fait que les deux sont très bien gérés. Neurone, là, on a un business qui est très solide, un bilan extrêmement solide, mais trop solide, je dirais, avec une utilisation du cash qui n'est pas du tout efficiente. Mais bon, période plus troublée pour les ESN, c'est toujours une valeur refuge. Au moins, tant que le cash ne sera pas mieux utilisé, c'est difficile d'être à l'achat plus fort et de mettre la valeur dans notre liste favorite. Et pour terminer, Bastide, alors oui, donc là, Bastide, c'est plus une question de croissance organique régulière et solide et de marge qui également évolue peu. En revanche, là, il y avait des grosses questions de bilan et de génération de free cash flow. Alors, il y a eu des sessions qui permettent d'alléger le bilan. Le free cash flow montre des signes d'amélioration, mais c'est à confirmer. Et si ça se confirme comme on le pense, là, il y aura une vraie opportunité de valorisation et de revalorisation sur Bastide. Voilà, pour terminer, un mot de Rising Stone, qui va être donc la première IPO de l'année. Bonne nouvelle pour l'univers des valeurs moyennes, un peu de nouveauté et d'arrivée sur le marché primaire. Donc en deux mots, Rising Stone, c'est un concepteur et constructeur de chalets et d'appartements de luxe donc à la montagne. Le groupe souhaite lever un peu plus de 20 millions d'euros, 22 millions d'euros. Introduction sur Euronext Growth, avec cette levée de fonds qui servira à acquérir de nouveaux actifs fonciers dans des stations premium, et également une activité de rénovation également du parc immobilier alpin. Je dirais que ça, c'est plus sur le moyen terme. À court terme, le carnet de commandes est déjà bien établi et permet d'anticiper une forte croissance sur les 2 prochaines années. L'opération est déjà couverte à 73% du prix, sur la base du prix en haute fourchette. On publiera ce soir ou demain, enfin plutôt demain, notre feedback sur cette IPO qui donc devrait être la première de l'année, et des engagements devrait être un succès. Voilà toutes les valeurs que je voulais évoquer ce matin. Il est 10h12. On est évidemment à votre disposition si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, eh bien, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour revenir sur ces publications, l'actualité
différents secteurs industriels, la construction, voilà, essayer de voir si ces secteurs peuvent confirmer leur rebond. Et puis on verra si, évidemment les valeurs moyennes, retrouvent, un peu de dynamisme après cette semaine un peu compliquée. Très bonne semaine à vous tous et à lundi prochain. Merci beaucoup pour votre présence.